Je vais rester sur mes convictions du début. Hein. L'Angleterre qui ramène la coupe à la maison, enfin. Donc, Fais Nostradamus toi aussi. Bah ouais, tu peux Nostradamus Quentin. tu peux t'adapter. Nostradamus Quentin. Parlez ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, même pendant l'Euro, c'est toujours mieux. Bienvenue dans le dernier épisode de la saison du Clubhouse Football Time. C'est un véritable bonheur, un plaisir que de vous accueillir pour cette dernière, surtout pour parler de la finale. La Roja va être opposée aux Three Lions, l'Espagne face à l'Angleterre. C'est vraiment le sujet du jour. On va se concentrer là-dessus et on va analyser, décortiquer les qualités et les défauts de ces deux équipes. Et puis aussi, vous aurez évidemment nos pronostics en fin d'émission. On commence par saluer évidemment nos chroniqueurs. Bonjour mon cher Xavier. Bonjour Sacha, comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, je vais très bien. Pourquoi? Parce que je pense que tu es habillé à l'image du club que tu avais, ou plutôt le pays, logiquement. Pronostiqué très bien en finale. La Roja, c'est quelque part un peu Xavier en finale aussi. Ouais, presque. Dans le pire cas, ils finissent deuxième, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est vraiment pas mal, effectivement. En tout cas, bravo pour ce pronostic encore une fois. Je croise les doigts, mais on en reparlera pour que tu puisses avoir une fine à la fine, voilà. Comme on dit, le dernier mot, c'est magnifique. Bonjour Thomas. Bonjour, moi je suis habillé en bleu pour faire hommage aux Français qui ont perdu. Voilà, exactement. L'équipe de France, effectivement, dont on ne parlera pas aujourd'hui, ou si tu veux en dire un mot, bah, tu peux y aller maintenant, si tu as quelque chose à dire sur l'équipe de France. Non, rien à dire. Rien à dire, magnifique. Bah, au rien mieux. à déclarer. Voilà. C'est l'heure de Zidane, c'est l'heure de ZZ. Non, ça, on voulait le dire. C'est quand même méchant parce que j'ai quand même du sang français, ma mère elle est française, mais je suis 100% belge, donc voilà. Je peux pas accepter la victoire de la France. Peu importe qui c'est pas possible. À la fois vin rouge, à la fois frites à la mayonnaise. Et les baguettes, Thomas. Très bon aussi. Magnifique. Et puis à ses côtés, évidemment, Quentin Cellini. Il est grand retour, il est là, QTN SLN International. Ça va très bien. Fin de saison, on a vécu une belle saison et déjà hâte du retour de la Jupiler Pro League bientôt. Oui, toi, t'es pas, toi, les vacances, ça n'existe pas. Ah, ça n'existe pas, il n'y a jamais de vacances. On est totalement dans la concentration, tu charbonnes, je vois ça. Les visuels à fond, le graphisme à fond, t'es toujours à 200% et c'est très bien. D'ailleurs, on a eu des commentaires. Vous nous avez laissé des commentaires. Continuez à le faire. D'ailleurs, n'hésitez pas. C'est hyper important. Likez, lâchez des commentaires sur tout ce qu'on va dire aujourd'hui. Abonnez-vous, évidemment, à l'émission, c'est important. Oh, vous avez demandé des nouvelles de Quentin. Il n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, il faut savoir que Quentin, on va vous faire la confidence comme c'est la dernière, il travaille. Voilà, il a un autre boulot à côté. C'est un vendeur extraordinaire, un des meilleurs vendeurs de Belgique. Donc, c'est aussi pour ça qu'il vend très très bien les qualités des joueurs, parce qu'il sait le faire en dehors, dans son autre métier. En dehors de ça, qu'est-ce qu'on pense de cette Espagne, messieurs? Je vais commencer par Thomas parce que tu as parlé de l'équipe de France. C'était assez impressionnant de voir la Roja en maîtrise en fait fondamentalement pendant toutes ces 90 minutes de la demi-finale. Ouais, franchement, j'étais étonné par cette Espagne parce que on savait qu'ils allaient avoir le ballon, mais j'ai trouvé leur jeu très bien et j'étais surpris aussi des deux demi-finales en général parce qu'on a quand même vu du beau jeu et avant cette émission, donc lors de l'émission précédente, on avait quand même souligné le fait que le foot, c'était pas trop ça depuis les huitièmes de finale, mais j'ai trouvé que les deux demi-finales, elles étaient très, très, très incroyables. Et l'Espagne a été incroyable aussi. Il y a eu des beaux scénarios, effectivement, parce que c'est vrai que le Pays-Bas-Angleterre était absolument magnifique. On regrettera évidemment que cette pépite qui est Xavi Simons n'ait pas eu l'occasion d'aller en finale, mais il a mis un but absolument extraordinaire. Quelque part, la finale, ou plutôt la finale des pépites, les deux meilleurs joueurs du tournoi, c'est quand même Xavi Simons et Lamine Yamal, Quentin. Ouais, Lamine Yamal, c'est vraiment incroyable ce qu'il fait. À 16 ans, c'est le goal, c'est monstrueux, c'est magique. Parce qu'en plus, Mike Maignan est dessus. Hein. Mm-hmm. C'est tellement, il la met super bien. Elle réussit à passer. C'est le premier goal qu'encaisse Mike Maignan de l'Euro hors le double penalty contre Lewandowski. Donc franchement, à 16 ans, ce qu'il fait, je lui souhaite juste une chose, c'est d'être épargné par les blessures. Parce qu'on sait que quand avec la croissance, à 16 ans, l'accumulation des matchs, il sort d'une saison avec la Liga. Ici, il a fait l'Euro, il va recommencer, il va faire sûrement une saison pleine où il va quasi être maintenant titulaire indiscutable sur tous les matchs de la saison en Liga, plus en Ligue des Champions, avec encore plus de matchs. 16 ans seulement. Donc je pense que ça va vraiment être au Barça, à vraiment bien le gérer, mais c'est vraiment un talent pur, comme on en a plus vu depuis longtemps, je trouve. Plus jeune buteur de l'histoire de l'Euro, buteur en demi-finale contre la France, bien sûr. Ce qui est intéressant avec Lamine Yamal, c'est cette insouciance, en fait, Xavier. C'est cette capacité à faire la différence, comme s'il était dans un jardin avec ses amis et qu'il faisait quelque part complètement abstraction du contexte dans lequel il se trouve. Il y a un moment donné, en fin de match, où... j'étais avec d'autres personnes et on hallucinait en fait sur
la manière dont lui prend des risques dans une partie du match où à un moment donné tu dois être stressé, il libère des gestes techniques qui sont exceptionnels. Il y a à un moment donné un enchaînement crochet court petit pont à 2 minutes, à 88e minute de jeu contre la France où tu dis mais attends, mais comment il est capable, 1 en lucidité, 2 en frivolité, 3 en enthousiasme de savoir sortir un geste pareil, alors que techniquement il soit capable de le faire, je n'en disconviens pas, mais qu'il ait le registre mental pour gérer comme ça à 16 ans, ça peut devenir un Léo Messi 2.0 ou pas? C'est encore dur pour le dire, mais c'est vrai qu'il a les capacités pour le faire. C'est vraiment la souciance, le fait qu'il soit en confiance. Au final, je pense, c'est toute l'équipe d'Espagne qui est comme ça. Au final, t'as pas mal d'expérience avec juste 2 ailiers qui sont très très jeunes, qui ont la confiance de tout le groupe, qui peuvent se permettre de tenter des choses. On leur donne la confiance pour pouvoir, ils sont toujours titulaires, ils sortent quasiment jamais. C'est ça aussi, quand tu es toujours en confiance, que ton équipe te donne la confiance pour pouvoir jouer, faire ce que tu as envie, tu as la confiance du coach et tout ça, ça te permet aussi de te sublimer un petit peu. Et puis dans ce match-ci aussi, à la fin du match, il était encore assez frais. Au final, l'Espagne n'a pas dû pousser énormément. Ils sont vite revenus au score, ils ont mis leurs 2 buts, et puis après ils ont laissé un petit peu venir la France pour être encore frais à la fin du match et pas faire la même erreur que contre l'Allemagne. Ouais, et ça c'est la grande force de l'Espagne, effectivement, ça le sera également contre l'Angleterre, cette capacité à gérer balle au pied, en gestion, mais quelque part complètement en maîtrise, en fait, Thomas, cette équipe, c'est gérer un match en avançant, en proposant du jeu, c'est complètement l'inverse des autres équipes de cet Euro qui, quelque part, voulaient gérer un résultat en acceptant de souffrir. Là, l'Espagne a dit, nous, on va gérer, mais on va utiliser le ballon pour pouvoir maîtriser le temps, et surtout, être complètement dans la conscience de ce qu'on vit, et surtout on continue à prendre des risques avec le ballon. L'image par exemple de Fabian Ruiz qui parvenait toujours à aller dans des petits espaces, à tenter des dribbles, etc. Un Rodri qui à chaque fois orienté, alors je pense qu'il a une boussole très clairement dans son cerveau pour aller chercher les espaces libres, ne donnez pas trop vite. À un moment donné, il y a un appel sur le côté droit de Lamine Yamal et je me dis mais pourquoi il le donne pas, il peut aller vers le but, etc. Mais non, on n'a pas besoin de ce temps, on a besoin de ce temps-là pour continuer la gestion, pour essayer de mettre la France dans une situation de désorientation quelque part. Et donc on continue, on joue dans l'axe, on continue les espaces courts, on combine, et quelque part s'il faut faire la passe à Yamal, c'est pas grave, on est dans une gestion, on doit pas très vite se projeter, on la fera après quoi. Il y a vraiment cette science de le métronome. Ouais. Et tu m'as parlé de Ruiz, parce qu'on parle beaucoup de Lamine Yamal. Pour moi, c'est le meilleur joueur, enfin pour tout le monde de l'Espagne, mais je pense que Ruiz vient vraiment à la 2e position. Il a fait un Euro incroyable. Je voulais souligner avant de répondre à ta question. Mais c'est vrai qu'ils ont très bien maîtrisé. De toute façon, si tu arrives à battre la France avec la tactique qu'ils mettent à chaque fois en place, je pense que c'est que t'es forcément la meilleure équipe de cet Euro et tu dois l'emporter à la fin. Et c'est beau parce que justement, c'est une des seules équipes qui a voulu jouer au football depuis le début. Et comme tu dis, les autres équipes étaient plus en attente pour pas perdre et jouer de manière défensive. Et l'Espagne, justement, c'était très offensif. Et je trouve que c'est beau, c'est le football et j'espère qu'ils vont l'emporter jusqu'au bout. Est-ce que Rodri n'est pas le meilleur milieu de terrain du monde actuellement, Quentin? Il est très très fort, mais comme dit Thomas, Fabian Ruiz a fait aussi un très 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 grand Euro au niveau du milieu de terrain. Maintenant, moi, ce que je pourrais revenir sur ce que tu disais, j'aimerais bien voir aussi ce que la France, niveau pressing, c'était vraiment pas ça. Tu vois, quand t'es mené 2-1, le pressing n'était pas collectif, ils couraient pas ensemble, ils faisaient pas les gestes ensemble. Je pense que l'Angleterre le ferait plus que la France. Donc c'est vrai que l'Espagne a très bien joué au ballon, a su garder ce ballon, mais aussi a su garder ce ballon parce que la France l'a aidé à garder ce ballon. Quand vous voyez les pressings, c'était lunaire. Il y avait que Barcola qui est monté au jeu, qui mouillait le maillot et qui essayait de courir, mais courir tout seul, ça sert à rien. Et à chaque fois, quand il y en a un qui pressait, l'autre ne suivait pas, et donc ça faisait des trous. Et quand on sait que quand t'as une équipe en face de l'Espagne qui joue si bien au ballon, que t'as un joueur qui presse, t'as l'autre qui suit pas, t'as toujours un homme libre. Et comme ça, l'Espagne pouvait encore jouer comme ça à 180 minutes, ils auraient tenu ce score. Donc à voir, et je pense que l'Angleterre va être un mordant plus physique et un peu plus cette grinta que l'avaient les Français à ce match-là. Pourtant, c'est ce qui faisait la force avant des Français, comme le disait Thomas, mais je trouve qu'on l'a pas vu à ce match-là. Thomas. Ouais, je sais pas si vous avez vu la vidéo sur Téléfoot où juste avant le but, on voit Deschamps dire à Tchouaméni qu'il faut garder son homme 1+1. Je sais pas si vous avez pas vu la vidéo. Non. Donc c'est juste parce que tu parles de pressing, on parle de pressing justement, et Tchouaméni a laissé son homme partir, et du coup c'est là où ça a amené le but. Mais juste avant que ce but arrivait, il disait à Tchouaméni 1+1, enfin tout le monde doit garder son homme, et c'est juste à ce moment-là où la France prend un but. Donc pour revenir sur le pressing, c'est là où la France a fait l'erreur fatale qui les a fait perdre cette demi-finale. Mais à un moment donné, le pressing c'est très bien, mais l'Espagne en fait dans
d'intelligence des combinaisons pour trouver les espaces libres. C'est beaucoup trop rapide et c'est impossible à défendre. On peut dire ce qu'on veut. Cette capacité à savoir à chaque fois trancher et c'est là aussi justement que ça change avec l'époque Luis Enrique. Le jeu de la verticalité véritablement de Luis de la Fuente, ça permet de trancher avec les anciennes générations et de faire des différences à chaque fois, trouver des espaces libres, arriver à combiner, prendre des risques dans le jeu. C'est une Espagne qu'on n'a plus vue depuis, on en parlait tout à l'heure, toi et moi en off, Xavier, depuis quasiment la fameuse Furia Roja de 2008, quoi. Ouais, clairement, c'est vrai qu'on retrouve un petit peu les mêmes caractéristiques. Et moi, je veux aussi mettre en avant l'entraîneur de l'Espagne, parce que je trouve, après, soit c'est dû à une fraîcheur physique ou autre, mais je trouve qu'il a fait certaines erreurs face à l'Allemagne, il les a pas refaites face à la France. Par exemple, face à l'Allemagne, il menait 1-0, et il a fait sortir tous ses joueurs offensifs, Nico Williams, Lamine, Yamal et tout ça, et au final, l'Allemagne fait 1-1, et l'Espagne était un peu dans le dur, hein, parce qu'au final, t'as plus de joueurs offensifs et tu dois aller mettre le deuxième goal, et au final, face à la France, il n'a pas fait la même erreur. Il a quand même laissé ses joueurs offensifs au cas où la France arrivait à égaliser. Et je trouve qu'un coach qui a la capacité et l'intelligence de jeu de ne pas refaire les mêmes erreurs 2 fois, ça peut aussi faire la différence en finale, justement. D'ailleurs, en parlant de l'entraîneur, je ne sais plus si je l'ai entendu par un commentateur sur la télé, mais son palmarès, il est quand même incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu, il avait gagné avec les U21 espagnols, avec les U15, U17, il avait été en finale, etc. Donc c'est un entraîneur qui connaît, il sait ce que c'est gagner et d'aller jusqu'au bout d'un tournoi. Donc, et il connaît ses joueurs aussi. Ouais, il connaît ses joueurs, c'était ça aussi, parce qu'il connaît ses joueurs depuis longtemps. Donc c'est un joueur c'est un entraîneur qui est là depuis des années dans l'entité espagnole, on va dire. Donc non, je pense que c'était un bon choix de la Fédération espagnole de le prendre et on en voit la preuve aujourd'hui. Je pense que la route est tracée et l'Espagne va remporter l'Euro. Ouais, je pense que c'est effectivement mon prono aussi. Je pense que l'Espagne aujourd'hui, elle a mérité. Je pense que ce serait logique aussi pour le football, au vu de ce qu'elle a proposé. Elle a tellement régalé. Vraiment, c'était notre rayon de soleil en fait durant cette Euro. C'était le système mis en place, les joueurs. Ça fait du bien. En fait, c'est une Espagne qui fait du bien et surtout qui était à titre personnel. Alors bien sûr, tu l'avais prédit, Xavier, mais je trouve très surprenante. C'est-à-dire que tu as vraiment des joueurs que moi, à titre personnel, même si je ne regarde pas tous les matchs de Liga, je dois bien le concéder, j'en regarde quand même, sont impressionnants. J'ai vu des matchs de l'Athletic Club Bilbao contre notamment le FC Barcelone en Supercoupe d'Espagne ou alors en demi-finale de Coupe d'Espagne, etc. J'ai vu le fameux match, la finale de Copa del Rey face à Majorque, etc. où tu sens vraiment que c'est une équipe qui physiquement impose quelque chose. Mais ce qui est intéressant dans cette équipe d'Espagne, c'est véritablement la diversité. C'est-à-dire qu'il y a un pluralisme dans le jeu et surtout dû au fait que il y a une identité Espagne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus le FC Barcelone des sélections ou le Real Madrid des sélections, mais c'est vraiment l'Espagne, quoi. T'as des joueurs de la Real Sociedad, de l'Athletic Bilbao, t'as des joueurs dont on ne connaît pas ou qu'on n'a pas beaucoup vu jouer cette année, Zubimendi, Merino, Viviane. Alors, à titre personnel, j'ai dû même carrément aller voir sur un site de référence pour savoir qui était Viviane parce que je le connaissais pas. Non, mais tu vois qu'aujourd'hui, c'est le collectif, c'est l'appréhension de comment est-ce que tu mets en place un système. Et tu l'as dit, Luis de la Fuente, il sait très bien faire ça. Mais il a gardé son identité et il sait pas, contrairement à tous les sélectionneurs qui, à un moment donné ou l'autre, ont flanché, même s'ils avaient des grosses individualités comme par exemple la France, il ne s'est pas trahi, il est resté qui il était. Et on voit que ça a véritablement été très très efficace avec une Espagne qui domine en fait tout simplement, Thomas. Ouais, mais même quand tu regardes les joueurs de manière individuelle, par exemple un Cucurella qui fait un très bon Euro, il était à Chelsea, ça va pas très bien à Chelsea, ils font pas une bonne saison. Pour revenir sur Fabian Ruiz, vu que je serais pour la Ligue 1, je voyais quasiment tous ses matchs avec le PSG, j'ai jamais trouvé transcendant, alors qu'ici à l'Euro je le trouve incroyable. Et même comme tu le disais, il y a des joueurs de la Real Sociedad, de l'Atlético Bilbao, c'est pas des grands clubs, mais ils sont titulaires, ils sont là, donc c'était quand même assez difficile de pouvoir dire et prédire que l'Espagne irait aussi loin. Mais comme quoi, on peut se tromper dans la vie. Sauf Xavier. Oui, sauf Xavier, évidemment, qui lui est toujours dans la perfection. Non, mais pour trêve de plaisanterie, pour revenir sur cette finale, grand retour de Dani Carvajal, ça va faire un bien fou, et Robin Lenormand aussi, qui revient de suspension. Ça aussi, c'est une clé, Quentin, dans cette rencontre. Pourquoi ? Parce que on le sait, Jesus Navas, il est plus proche de la retraite que d'une nouvelle aventure dans un club. Et puis après, derrière, Nacho, il avait déjà la tête à Alcatia, quoi. Tu vois ce que il fait un excellent match. Moi, mais
je préfère lui, Nacho hein. à le Bah oui. Normand, moi. Moi Ah, moi aussi, pas. carrément, 100%. Moi, je préfère Nacho, Nacho je à le trouve Normand. éclaté. Mais... Ah non, moi, je le préfère Normand, Nacho. on a encore vu contre l'Allemagne, je le trouve qu'il a des lacunes Mm. et tout. Il a des manquements, même, je vais dire, dans son attention et tout. Et là, excuse-moi, mais... Vous n'êtes pas d'accord, hein? Ah ouais, Nacho, quand il a un moment... pour moi, ça témoigne de l'image. C'est quand il met Colomboigny au duel, c'est je suis présent. Je trouve le Normand a moins cet impact physique et a plus de la nonchalance qu'un Nacho. Et Nacho sort d'une incroyable saison avec le Real Madrid, il gagne avec des champions, il faut pas oublier. Oui, alors Nacho, effectivement, qui, je pense, sur son dernier grand tournoi, après des retraites, entre guillemets, bien méritées. On en a parlé notamment la semaine dernière avec Selim Demirci, qui était à sa place, qui était à ta place, qui nous expliquait le quotidien du joueur dont il est préparateur, Vincent Aboubakar, du côté d'Al Nasser. Voilà, c'est un mouroir en fait l'Arabie Saoudite. C'est un endroit où tu gagnes beaucoup d'argent, mais en termes d'intensité de ce qui est proposé, de la vie là-bas, c'est très très compliqué. Donc tu vas aller à Al-Qadsiya, tu vas prendre tes sous, mais derrière tu ne comptes plus sur Nacho pour qu'il revienne en position de défenseur central. Aymeric Laporte aussi a été très intéressant. Bah oui, mais c'est ça que je trouve assez surprenant, c'est qu'on ait un duo, le Normand Laporte. Moi franchement, je vous le dis honnêtement, on avait même parlé en preview que moi ça me faisait pas rêver, hein, pas du tout. Mais au final ils sont là en finale mais par contre je préfère quand même comme Quentin le disait, je préfère un Nacho qui a quand même un peu plus d'expérience, qui a fait une très bonne saison au Real de Madrid. Enfin, tu sens que c'est plus solide que le Normand qui est un peu plus tu sens qu'il peut faire une connerie, genre tu vois, il est pas on n'est pas, je me sens moi en tant qu'Espagnol, je me sentirais pas serein de l'avoir dans ma défense. Et tu sais, moi j'ai une théorie très simple sur la Roja actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont issus de clubs ou alors directement d'origine basque. Et je pense que dans cette région-là, il y a une mentalité liée au pragmatisme, au côté bataille, tu sais, la gagne pour la gagne, et il y a une identité même liée à cette région qui fait que ça apporte une véritable un supplément d'âme en fait à cette équipe d'Espagne. Il y a quelque chose qu'il n'y avait pas auparavant parce qu'il y a cette volonté quelque part d'être, même si quelque part on est beau dans le jeu, on accepte d'un moment donné faire la faute un peu sale, l'effort en plus, d'aller accepter de recevoir beaucoup des coups, etc. Il y a aussi dans l'image, notamment avec Laporte qui reçoit ce coup de la part de Giroud, tu sens aussi, tu te dis ah oui en fait lui il est venu à la guerre quoi. Tu vois, il est venu et il y a besoin d'avoir cette identité là en Espagne qu'on n'avait plus en fait auparavant et ça crée véritablement une plus-value. Ça c'est aussi quelque chose de fort. Et alors on s'interrogeait, Xavier et moi notamment tout à l'heure, je voulais ton avis là-dessus sur ce fameux débat du numéro 9 en Espagne, parce que Alvaro Morata n'est pas un attaquant exceptionnel dans l'identité, mais il l'est dans son âme en fait. Il gagne des points, il gagne des mètres. On dirait véritablement un espèce de... Là, on a un magnifique ballon du football américain. On a une espèce de pivot qui va aller chercher quarterback pour aller chercher à chaque fois les coups à la place des autres. Et il fait remonter son bloc en fait. On l'a vu, quelle intelligence à chaque fois. C'est quand même un joueur important, mais qui à l'inverse d'autres attaquants en Espagne n'a pas d'ego. C'est-à-dire qu'il peut accepter de ne pas marquer, il fait un bon match quand même. Ouais, exactement. Ici, je pense que Yamal et Williams performent, c'est aussi grâce à lui, parce qu'il permet de briller et il permet de faire aussi le travail, le sale travail. C'était un peu le rôle qu'avait normalement Depay aux Pays-Bas, mais je trouve que Morata l'a encore mieux fait. Et on a notamment vu contre la France le nombre de fois où il est venu ratisser des ballons, où il a fait les bons gestes, où il a permis justement sur un corner français, d'avoir cette temporisation. Donc permettre au bloc espagnol de remonter, de garder ce ballon. Il sait aussi bien garder ce ballon. Il sait faire le dribble qu'il faut. Il sait faire la passe qu'il faut. Franchement, il a fait un très très bon match. Même s'il a pas marqué, je trouve que son match a été vraiment très très bon. C'est un peu le rôle que Giroud a endossé aussi en 2018 et la France a remporté la Coupe du Monde. Et Giroud n'a pas marqué un goal. N'avait pas marqué. Morata n'a pas marqué non plus. Donc comme quoi les gars, on aurait pu être champion d'Europe. Hein. Lukaku n'a pas marqué. Ouais, sauf que le système est complètement orienté autour d'une individualité en Belgique. C'est un autre débat effectivement. Mais non, mais c'est vrai que c'est quand même très différent avec les David Villa, avec les Raúl González, avec les Fernando Torres. T'es quand même dans un rôle où tu sens qu'il sait qu'il est sale dans son jeu. Tu sens que il n'a pas nécessairement cette envie de marquer un but, mais s'il marque, c'est bien. D'ailleurs, il avait marqué un but d'ailleurs contre la Croatie, je pense. Oui, il a marqué le premier match. Il a marqué le premier match. Mais s'il ne marque pas,
quelque part, si son équipe est là, il est avant tout là pour servir les intérêts du collectif. Mais respect au coach, moi je dis. Pourquoi respect au coach? Parce qu'il était énormément critiqué par le peuple espagnol. Ça l'a affecté vraiment très très fort. Il a déjà eu des dépressions à cause de ça. Et le coach l'a clairement dit, avant le début du tournoi, il lui a parlé et il lui a dit je compte sur toi et ça va être toi l'attaquant titulaire et moi je sais ce que tu peux faire. Et donc c'est vraiment le coach qui a transformé son mindset parce qu'il peut être fragile mentalement. Bon après il a dû prendre énormément de critiques parce que des fois il est pas bon, même Atlético il n'était pas très bon dans tous ses matchs. Et le coach l'a vraiment transcendé, il lui a donné ce rôle, t'es pas un buteur, mais tu vas aider l'équipe, et c'est exactement ce qu'il fait à merveille. Donc pour ça, félicitations coach. Mais avec le brassard de capitaine. Avec le brassard de capitaine. C'est notamment aussi un signal que le coach lui donne. Et ça lui a donné aussi une grosse confiance. Je voulais simplement vous faire part d'une petite confidence que j'ai eue en discutant avec un correspondant espagnol qui collabore avec moi dans d'autres médias avant l'Euro. Il me faisait part du manque d'intérêt complet des Espagnols pour cette équipe en fait. Et il y avait vraiment le désintérêt total, c'est-à-dire que au final, il y a l'Euro, ouais, ok, mais nous, on veut savoir ce qui se passe au Barça, on veut savoir ce qui se passe au Real, on veut savoir quand est-ce qu'Mbappé arrive pour sa présentation. C'est-à-dire qu'en fait, ils y allaient tellement avec peu de pression, parce qu'en fait, le public, on va pas dire qu'ils étaient pas derrière eux, mais il y avait ce truc de dire, bon, bah, écoute, s'ils font quelque chose de bien, c'est bien. De toute façon, au final, on les a, depuis 2012, c'est leur dernier titre, à l'Euro 2012, on les a tous un peu classifiés comme étant des losers. Donc, à un moment donné, ils vont perdre, en quart de finale ou en demi au maximum. Et puis, ce sera bien parce qu'on aura montré un bon football, on aura monté des jeunes. Et en fait, non. Cette équipe, elle s'est prise en main, mais surtout, elle s'est servie du manque d'intérêt qu'il y avait dans la doxa, on va dire l'opinion publique espagnole, pour pouvoir retirer une forme d'insouciance, on va dire même parfois de naïveté, mais garder complètement son ossature et monter au fur et à mesure des rencontres complètement en tour de chauffe jusqu'à arriver à cette fameuse finale. Ils ont pas encore gagné. Hein. Et ils n'ont pas encore gagné. Attention. Parce que là on arrive, et tu fais bien de faire la transition, sur l'Angleterre. Et là, malheureusement, on a été très positif. Je pense que ça va être complètement différent sur les Three Lions. Moi, je dis félicitations Xavier, félicitations moi-même aussi, parce que je l'ai prédit. Moi, je suis le seul à avoir prédit Angleterre gagnant, donc je suis toujours dans cette course avec Xavier. Bon, le football n'a pas été glorieux, mais ils sont là. T'as honte pour le football qu'ils ont proposé tout le tournoi. Moi, tant qu'ils gagnent, si j'ai bon ma prédiction, moi ça me va. Ouais, c'est ça, tant qu'ils gagnent. Mais il y a moyen qu'ils gagnent, parce qu'ils ont quand même des individualités, faut pas l'oublier. Ils ont quand même des gros noms. On a notamment vu, il faut quand même, je pense, avoir aussi la force pour être mené contre les Pays-Bas et arriver à faire la différence en une mi-temps. Donc il faut quand même revenir. Ils ont bien joué en première mi-temps. La deuxième mi-temps, ils l'ont plus géré comme l'Espagne l'a géré. Mais en deuxième mi-temps, excuse-moi, mais l'Angleterre a bien joué en première mi-temps. Pardon, en première mi-temps, l'Angleterre a bien joué contre les Pays-Bas, malgré qu'ils étaient menés. Donc ça sera dur. L'Espagne part favorite dans la qualité du jeu qu'ils ont proposé. Mais il y a quand même des individualités de l'Angleterre, il faut pas les oublier, il faut pas les enterrer. Et tu connais suffisamment le foot que pour ne pas catégoriser une nation sur 45 minutes, hein, parce que on a vu face à la Slovaquie, on l'a vu évidemment derrière contre la Suisse où tu peux te prendre un but très très facilement en deuxième partie de prolongation. Et puis on rappelle une info, et puis je te donne la main Thomas, de la 45e à la 88e minute de jeu face aux Pays-Bas, il n'y a pas eu un seul tir anglais, hein. Pas un seul tir anglais. Donc à un moment donné, la tendance, elle est passée pour l'Angleterre. On a un peu l'impression qu'ils ont eu beaucoup de réussite. Il en faut. Mais c'est pas beau à voir en fait. Non, après, à juste titre, je trouve qu'on les a beaucoup critiqués. Mais je trouve que depuis les quarts, ça va un peu mieux. Ils ont un peu monté en puissance, mais pas de là à dire que c'est flamboyant, loin de là. Mais on retrouve quand même un jeu plus attrayant, c'est un peu plus attractif, on va dire. Mais c'est vrai que ça reste quand même compliqué et surtout si tu tires pas plutôt en deuxième mi-temps. Mais je trouve que les deux demi-finales, elles étaient un peu similaires. On a vu une première mi-temps très offensif avec des buts, etc. Et la deuxième mi-temps, c'était vraiment le contrôle, on gère. Ouais. Et il y avait un peu moins de prise de risque, même si la France devait marquer, mais je trouve que c'était assez similaire. Alors, dans mes prochains propos, je pense que je vais être assez critique envers Gareth Southgate, mais il y a une chose qu'il faut dire, c'est que contrairement à Martinez avec Ronaldo et à Deschamps avec Mbappé, quand il fallait sortir Harry Kane, il a réussi à le faire parce qu'il n'était pas dedans complètement. C'est aussi ça la preuve d'un sélectionneur qui quelque part prend ses responsabilités et dit non mais mon copain, je dirais à un moment donné, je vais pas te laisser sur le terrain tout le temps, tu es en train de dormir, c'est très compliqué, tu mets ce penalty parce que tu es un expert des penalties, on l'avait vu d'ailleurs dans les
statistiques, il en a inscrit 14 sur les 14 qu'il a tenté. C'est du parfait. Il met son penalty, c'est très bien. Merci, au revoir, bon week-end. T'as fait 88 minutes de jeu, tu as été inexistant. À un moment donné, Watkins, il arrive et il te fait la différence en libérant complètement un espace, en faisant l'appel, le petit côté pivot derrière, ça part en profondeur. Et puis évidemment, on parle d'un joueur qui a mis plus de 20 buts et plus de 10 passes décisives avec Aston Villa cette saison. Il a presque pas joué dans cette Euro, je trouve, c'est dommage. Ouais, c'était Touné qui montait aussi, c'est Touné qui a marqué aussi son but. Il était troisième choix de base, donc qu'il l'ait fait monter, c'était assez surprenant. Moi, j'étais assez surpris, mais à juste titre, une nouvelle fois, parce que c'est lui qui marque le but de la victoire. Mais je veux aussi revenir sur le fait que l'Angleterre a quand même eu beaucoup de réussite jusqu'à présent. S'ils sont en finale aujourd'hui, c'est quand même grâce un peu à la chance, parce que face à la Slovaquie, la Slovénie, c'était compliqué quand même. Sur les choix de Gareth Southgate, on le dit, là, il a bien vu en sortant Kane au bon moment, mais quelque part aussi, il faut s'attarder à l'animation. Comment c'est possible de faire jouer aussi mal un joueur comme Foden qui doit tout le temps faire des exploits individuels pour se mettre en avant. Alors tu me diras, oui, il y a la barre transversale, super, machin. Il y a la barre transversale, ok. Mais dans le jeu, il est sous-exploité, Phil Foden. Sous-exploité parce que je pense qu'il est pas forcément bien entouré. Enfin, bien entouré quand je dis il a des bons joueurs à côté de lui, mais pas des joueurs qui lui permettent de briller. Comme à City, tu vois, genre à City. Il y a trop de stars en Angleterre. Non, pas trop de stars. Par exemple, Bukayo Saka, par exemple, pour moi, il va pas avec Foden, tu vois. Moi, je le trouve exécrable depuis le début de l'Euro. Qui ça? Bukayo Saka. Exécrable. Ouais. Les 2 derniers matchs qu'il joue, il est très très fort. C'est lui qui sauve l'Angleterre. Il a sauvé l'Angleterre, qui met hors jeu de tout ça de Walker. Même si je trouve, mais à part ça, il est pas, enfin, moi, je trouve pas bon. Et il est meilleur que Bellingham, Et il est meilleur que Foden aussi. Moi, je trouve que Cole Palmer devrait commencer à tous les matchs, à sa place. Ah non, moi c'est Foden sur le banc et je mettrais pas le même si c'est pas le. En fait, je mettrais pas non plus. Je trouve que Saka il est trop brouillon pour Foden, tu vois, et ça lui permet pas de bien combiner et de vraiment exploiter le potentiel de Foden. Ouais, pas forcément d'accord. Moi, j'opterais plus pour un Saka. Pourquoi t'es pas d'accord? Saka, il a été quand même plus offensif. On l'a vu faire des choses. Il a marqué. Il a tenté des choses. Les 2 matchs, je l'ai trouvé beaucoup plus dedans. Foden, on l'a très peu vu dans cet Euro. On l'a vu peut-être un peu face aux Pays-Bas parce qu'il a fait un beau tir, etc. Mais sinon, à part ça, niveau créativité, Saka était au-dessus. Non, moi je trouve Saka, honnêtement, il a bien joué cet Euro. Il a fait des différences. Les 2 derniers matchs, même en poule, il y a des fois où au tout début, il a sorti un bon match. Maintenant, Foden, je trouve, t'es quand même sévère parce que c'est quoi? C'est un ballon sauvé sur la ligne, un but annulé pour hors-jeu, une passe annulée pour hors-jeu, un poteau, une barre. Toi, c'est déjà 5 stats qu'il aurait pu avoir en plus. Oui. Ça s'est joué vraiment à rien. Tu parlais et eux, ils ont eu de la chance. Lui, en tout cas, il n'a pas eu de chance parce que s'il y en a eu qui ont eu des occasions au niveau de l'Angleterre, Foden, un qui s'en est créé aussi et qui aurait pu avoir déjà 5 stats en plus. Donc, pour moi, le problème, c'est Bellingham. Parce que, ok, il en apporte avec ça, il est légendaire pour eux. Ça, quand t'entends les supporters, ils le chantent. C'est lui qui met la retourne acrobatique qui les sauve clairement. Parce que là, sinon, ils étaient éliminés aussi, faut pas l'oublier. Toujours en liste pour être meilleur jeune joueur du tournoi. Ouais, exactement. Mais je trouve, moi, j'aimerais bien le voir peut-être un peu plus bas. Mettre un Foden en 10 parce que c'est vraiment sa position. Même à City, il joue même pas à gauche, il joue à droite. Saka, tu dois le laisser à droite parce qu'Arsenal, il joue à droite. Et pour moi, tu dois tenter vraiment peut-être alors un Cole Palmer sur le côté gauche ou voir qui tu pourras porter sur le côté gauche. Mais un Foden en 10, un Saka à droite et un Bellingham en 8. Et pour moi, ce serait le... Normalement, il fait une bonne fin d'Euro, mais tu dois enlever Mainu. Mais il fait une bonne fin d'Euro, je suis d'accord. Mais alors, Rice, tu peux pas le bouger parce que Rice, ça va être ton 6. Alors lui, c'est encore pire. Rice, ça va être ton ratisseur, donc. Ouais, c'est un peu compliqué, effectivement. C'est compliqué. Il y a pas mal de. C'est ça le problème. Mais c'est aussi une richesse. Ouais. C'est quand on voit ici la différence, elle vient du banc. Pour moi, c'est ce qui peut faire la différence en finale contre l'Espagne. C'est que tu peux te dire, je peux faire monter un Watkins. Je peux faire monter un Cole Palmer. Il y a quand même des bons joueurs. Mais contre les Pays-Bas, on va quand même revenir sur la façon dont, quand à un moment donné, les Néerlandais ont commencé à combiner, tu t'es fait manger dans le cœur du jeu. Bien sûr, je veux dire, le milieu de terrain, c'est clairement pas, alors que ça devrait l'être, la force de l'Angleterre. La force de l'Angleterre dans cet Euro, c'est, et encore une fois, Gareth Southgate se prend pour Didier Deschamps, et il adore, et d'ailleurs apparemment c'est son idole et son modèle en football de sélection, c'est la défense. Je veux dire, aujourd'hui, le meilleur joueur de l'Angleterre, on peut dire ce qu'on veut, c'est Gay. Ah oui, ça c'est Gay le meilleur joueur de l'Angleterre. Mais, par contre, c'est pas un joueur offensif, c'est pas un Foden, c'est pas un Bellingham. Le mec qui fait tenir cette baraque dans le cœur du milieu de terrain, c'est pas John Stones, c'est pas Kyle Walker qui est complètement rincé. D'ailleurs, lui, il est au cramique, mais pas cramique avec des raisins. C'est complètement fou. Il est complètement cramé. Mais tu vois un Gay, il amène de la fraîcheur.
Vraiment. Ouais, non, mais je suis d'accord. Par contre, moi, ce que je préfère, on l'a vu les 2 derniers matchs, c'est un Luke Shaw à la place de Trippier, parce que je trouve que Trippier, il était quand même il est pas à son poste, et je trouve que la différence, elle est quand même assez conséquente aussi à ce niveau-là. Donc moi, c'est aussi un des points faibles de cet Euro pour les Anglais, c'était de pas avoir eu Luke Shaw dès le départ. Il pourrait jouer en finale, parce qu'il faut pas oublier, il a plus joué depuis février ou mars, c'était une grave blessure. Tout le monde a été étonné qu'il le reprenne quand même. Je crois que Southgate a vraiment fait un choix fort là-dedans, un peu comme Tedesco a essayé de le faire avec Thomas Meunier, mais malheureusement ça n'a pas fonctionné. Mais c'est vraiment un choix de reprendre un blessé qui n'a plus joué depuis des mois. Sûr, et là, il le fait jouer. Comme tu dis, il a mieux joué. Donc, ça peut peut-être être l'élément déclencheur, à savoir que celui qui sera là aura Yamal dans ses pattes. Donc je pense que mettre un Trippier sur son mauvais pied contre un Yamal, il va souffrir. Oui, mais Luke Shaw, à un moment donné, après 30 minutes, il va être la main sur les hanches. Et c'est là que ça va être compliqué. Il va commencer à souffrir et il va souffler beaucoup. Et là, ça va être compliqué pour aller chercher le deuxième, tu sais, le poumon, deuxième souffle compliqué. Parce que le fait qu'il ait fait un changement à la mi-temps et en mettant Luke Shaw, je pense que c'est vraiment pour le préparer pour cette finale. Je pense que pour le du rythme, etc. Donc je pense qu'on le verra titulaire pour le match. Luke Shaw qui avait été buteur en finale de l'Euro 2020 contre l'Italie. Voilà, donc c'est possible effectivement qu'il soit le trèfle à 4 feuilles de Gareth Southgate sur cette Angleterre. Est-ce qu'il nous reste, Xavier, par exemple, des clés d'analyse qui pourraient faire la différence selon toi dans le match face à l'Espagne? Qu'est-ce qui te fait croire, même si je sais que tu penses que l'Espagne va gagner, mais je vais à un moment donné aller un peu à l'opposition, que cette Angleterre a quand même les moyens d'ennuyer? En quoi l'Angleterre peut ennuyer vraiment l'Espagne? Je pense, si le match, il faut toujours un peu de réussite côté, je pense, anglais et un manque de réussite côté espagnol, parce que ça peut toujours, comme tu l'as dit, Gareth Southgate aime bien défendre. Et si le ballon au début veut pas trop rouler pour l'Espagne, ils ont 2-3 occasions, que le gardien il fait des arrêts, ils prennent des poteaux, et les joueurs commencent un peu à se frustrer, à s'énerver, le match peut vite tourner dans le mauvais sens. Et je pense que c'est vraiment ce petit élément-là qui peut peut-être aider les Anglais. Mais s'il n'y a pas un manque de réussite côté espagnol, je vois pas du tout comment les Anglais peuvent aller chercher. Parce que même, comme tu l'as dit, Walker, tu dis qu'il est cramé, mais je trouve qu'à un moment, il fait pas un bon Euro. Mais à un moment, je pense que c'est lui qui sauve les Pays-Bas. Quand Gakpo part en profondeur, face avec Pickford, si Walker fait pas le tacle là, je suis pas sûr que Gakpo il rate son 1 contre 1. Non, mais il a plus le volume offensif. Non, il a plus le volume offensif. Mais aussi, en même temps, il joue en défense centrale et plus latérale. Donc, non, mais tu vois, par exemple, le fameux but refusé, logiquement, sur hors-jeu par l'arbitre de Bukayo Saka. Assez simplement, si il a la lucidité qu'il avait auparavant, il n'est pas positionné en position de hors-jeu. En plus de ça, De Vrij, il lui laisse, mais quasiment à demi-mètre pour pouvoir bien se placer. S'il a ne serait-ce qu'un tout petit peu de lucidité, qu'il n'est pas cramé physiquement, le but, il est là. Tu vois ce que je veux dire? Ça aussi, c'est des différences dans le top niveau. Alors, vous me dites, ouais, je vais chicaner avec des détails. Mais à un moment donné, le haut niveau, ce n'est que ça. Le haut niveau, il n'est construit qu'à travers des détails. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense, logiquement, que cette Angleterre, sur certains aspects, a quand même des limites. On peut dire ce qu'on veut. C'est une équipe qui a des limites. Alors que, quelque part, l'Espagne, et c'est vraiment l'antagonisme complet, a misé complètement sur une appréhension collective, une idée de jeu, une philosophie, et l'idée de construire un collectif autour de, pas un homme, mais une identité globale. On a l'Angleterre, qui, elle, est une somme d'individualités qui sont tellement forts, qui peuvent faire la différence sur un coup d'éclat. Parce que ce qui se passe avec Watkins à la 91e minute de jeu, c'est ça. Il se passe exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le gars, parce que c'est un joueur qui est bourré de talent, qui est génial, il prend le bon appel et il fait la différence en trouvant, tu l'as dit tout à l'heure, Quentin, un trou de souris. Donc c'est véritablement deux mondes du football qui s'opposent. Exactement, ça va être la collectivité contre l'individualité. Et c'est pour ça que moi je dis, l'individualité, on sait que ça peut faire la différence à tout moment. Donc il suffit que l'Angleterre, c'est très dur à faire, mais que l'Angleterre arrive à combattre et à maintenir cette collectivité espagnole. Et c'est là que Southgate devrait être très très fort. Est-ce qu'il arrivera? Je ne sais pas. Mais il devrait être très très fort et vraiment combattre ça. Et justement, il sait que ça peut se faire, mais de tous les côtés. Ça peut se faire sur la gauche, ça peut se faire dans l'axe, ça peut se faire en 10, ça peut se faire à droite, ça peut se faire sur le banc. Et pour moi, c'est ça qui va vraiment être la force de l'Angleterre. C'est que l'Espagne, et c'est là qu'on en revient aussi à le Normand,
c'est là que l'Espagne va devoir être concentrée du début jusqu'à la fin. L'Espagne ne pourra pas à un moment avoir un moment de déconcentration, que ce soit vraiment à la première minute de jeu ou à la 90e, parce qu'on a bien vu, Watkins, 91e, Bellingham, 94e, une retournée acrobatique. On se rend compte, c'est déconné. Tu dois pas avoir une seule seconde où tu dois avoir la tête ailleurs, avoir, comme tu disais aussi avec Tchouaméni, ce petit moment de décalage. Si l'Espagne a ça, l'Espagne, ils vont être cuits à ce niveau-là. Donc c'est ça la force de l'Angleterre. Maintenant, si l'Espagne arrive à bien contrôler ça risque d'être compliqué. Mais attention, l'Angleterre, pour moi, peut quand même être forte. Hein. Ouais. Thomas, comment est-ce qu'on combat l'Espagne quand on est l'Angleterre? Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour aller ennuyer ce bloc collectif? Bah moi, la force de l'Angleterre, comme on disait, c'est la défense, c'est vraiment le bloc défensif, la gestion, le contrôle. Ils l'ont fait depuis le début, tout en ayant le ballon et sans créer d'occasion. Mais je trouve que si ils arrivent à mettre l'accent sur la défense et aller en contre, parce que je pense que le match va se jouer de cette manière-là, c'est que l'Espagne aura le ballon. Ce sera un peu comme France-Espagne, c'est que l'Espagne aura le ballon et je pense que l'Angleterre devra aller en contre et essayer de marquer un but de cette façon-là. Mais s'ils veulent aller jusqu'au bout, je pense que c'est vraiment compter sur leur bloc défensif parce qu'on l'a vu depuis le début, créer des occasions, être assez créatif au niveau de la ligne offensive, c'est compliqué depuis le début. Donc je pense qu'ils doivent vraiment se reposer sur leur bloc défensif. Pour moi, c'est leur force en tout cas. Ok. Et pour aller vers les prédictions tout doucement, comment le match va-t-il, je dirais, tourner en faveur de l'un ou de l'autre? C'est quoi la clé, Quentin? La clé, comme je le disais, c'est l'Espagne. La clé, ça va vraiment être son football de possession. Ça va être de rendre fou les Anglais à ce niveau-là, d'avoir vraiment le ballon, essayer de faire la différence avec un Williams sur un Walker, un Yamal sur un Shaw ou sur un Trippier. C'est ça ce qui peut faire la différence pour l'Espagne, avec un Morata qui va devoir embêter absolument Stones et Gueye. Et la solution peut venir de la deuxième ligne, comme on l'a vu notamment avec Xavi Simons sur Rice, qui loupe son intervention, avec un Ruiz qui peut venir faire la différence à ce niveau-là. Après, pour l'Angleterre, la différence, ça va être quoi? Ça va être vraiment un éclair de génie. Ça va venir de n'importe qui, d'un Foden avec sa frappe de loin comme il a fait Yamal, qui aurait pu donner presque le même résultat. Sa frappe, elle est incroyable. Ça peut être un Saka qui peut faire la différence avec combinaison avec Walker. Ça peut être un Jude Bellingham qui va sortir quelque chose que personne ne va comprendre et que ça va être légendaire en finale de l'Euro. CFRL, la reprise magnifique de volley contre la Slovaquie. Ça peut être ça peut être vraiment, je pense, ça va vraiment se jouer sur un joueur qui à un moment va avoir ce déclic, qui va faire cette différence, qui va éliminer cet homme, qui va faire ce pas en plus, qui va faire cette frappe que personne ne va attendre. Pour moi, ça peut être ça aussi la force de l'Angleterre. Moi, je m'attends vraiment à un remake de France-Espagne qu'on a vu en demi-finale. Je pense qu'on va s'orienter vers ce type de match. Oui, effectivement, parce qu'on l'a dit, effectivement, le rêve de Southgate, ce serait d'être comme Deschamps quand on a... France-Angleterre, depuis le début de cet Euro, c'est un peu similaire. Donc, très pauvre en termes d'occasion offensive et très défensif. Et puis tu me laisseras dire encore une fois que quand on a comme rêve d'être comme Didier Deschamps, on est un peu bizarre. Voilà. Gareth Southgate, c'est un petit peu chelou. Xavier, je vais te demander d'être Nostradamus. Comment va se passer la rencontre? Prédis-moi le match. Moi, je pense que l'Espagne va prendre la possession, évidemment, parce que c'est leur style de jeu. Et je vois bien, un peu comme, justement, comme Thomas l'a dit, un match comme France-Espagne. Sauf qu'une ouverture du score rapide de l'Espagne, je dirais. Une égalisation anglaise quand même. Et au final, l'Espagne puis au final, l'Espagne qui s'impose. Au bout des 90 minutes, 90 minutes? Oui. Ce sera au bout des 90 minutes, 90 minutes. On ne voit pas de prolongation de cette rencontre. Non. C'est rare pour une finale, je pense, les prolongations. C'est assez rare, mais la question mérite d'être posée. Ouais, pour moi, je vois qu'un but dans ce match. Mais... Je vois qu'un but d'Espagne, 1-0. France, hein. 1-0. Ah oui, juste. Et Xavier le dit très très bien, la dernière fois que ça s'est passé, c'était lors de la dernière compétition. Italie-Angleterre, il y avait eu des pénaltys, ça avait été en prolongation. Ça peut très très bien le faire. Ça me paraît bizarre pour une finale, les prolongations. Pas de prolongation alors de ton côté? Moi non. 1-0. Et 1-0 pour l'Espagne? L'Espagne, ouais. Ok, donc on a l'Espagne d'un côté, sans grande surprise. L'Espagne, tu l'as expliqué, tu as étayé très bien. Quentin? Je restais sur mes convictions du début. L'Angleterre qui ramène la coupe à la maison, enfin. Donc fais Nostradamus toi aussi. Bah ouais, tu peux Quentin. Tu peux t'adapter. Nostradamus Quentin. Tu peux t'adapter. C'est trop chaud, il y a tout qui peut se passer dans un élément comme tu dis, par exemple un Luke Shaw peut très bien marquer comme il l'a fait en finale aussi. Je pense qu'une finale, c'est impossible à prédire, il peut y avoir tellement des scénarios lui il a réussi à le faire donc Non, je vais essayer. Il a essayé, réussi je sais pas, mais il a essayé oui.
C'est beaucoup trop compliqué à dire, parce que tous les scénarios sont possibles et imaginables. Dans une finale, on peut avoir un comeback, on peut avoir un 0-0, on peut aller jusqu'au penalty, on peut avoir quelqu'un qui va gagner 2-0, une équipe qui va gagner 2-0. Donc c'est impossible à prédire, je trouve, mais je pense que l'Angleterre arrivera à le faire, aura ce petit déclic. Eh ben moi, je pense que cette finale, elle va être complètement à l'avantage de l'Espagne, qui va rouler sur l'Angleterre pour montrer à quel point le football est extrêmement bon quand il est joué de la meilleure des façons. Vamos la Furia Roja pour tous les clubs qui n'ont pas voulu jouer au football, pour toutes les sélections qui n'ont pas voulu jouer en football cette saison. Il faut montrer à un moment donné que l'identité du football, la philosophie, elle gagne toujours et elle sera toujours au firmament, au top. Et c'est là-dessus qu'on va vous laisser, c'est là-dessus que je vais vous laisser. Thomas. Sacha, président du UEFA, s'il vous plaît. Yes. Séphérine, bientôt ce sera plus toi. Thomas, merci beaucoup d'avoir été présent cette saison. Avec plaisir. C'était un immense bonheur. On en a vu des choses. On en a vu des choses, c'était un peu l'antagoniste sur certains débats, c'était génial. On a eu beaucoup de réactions. Cette saison, on a véritablement créé un média sur base de zéro avec le Football Time. Donc je voulais vous remercier d'avoir été présent. Quentin, merci pour toutes tes idées et toute l'implication que tu mets également. C'était vraiment une super saison. Je voulais vous remercier du fond du cœur. Merci Xavier. On se retrouve bien évidemment la saison prochaine. Je voulais remercier également Ken De Rey, qui est le producteur de cette émission, et puis tous les réalisateurs qui ont été présents, de Hiert, et puis on va pas tous les citer parce qu'il y en a eu pas mal, mais on les salue et en tout cas on leur remercie pour leur travail. La saison prochaine, on va revenir en partant de zéro. Cette émission a quand même réussi à inviter des internationaux belges, des internationaux marocains, des directeurs sportifs, des agents, des joueurs qui ont été champions dans leur propre championnat. En une saison, on a fait quelque chose d'absolument exceptionnel. Donc je voulais vous remercier à tous d'avoir fait ça. Merci à vous d'avoir été complètement présents. Dans son secteur d'activité, le Clubhouse Football Time est numéro 1. Donc c'est aussi grâce à vous, grâce à votre soutien. N'oubliez jamais de vous abonner. Les commentaires, c'est important. Et puis évidemment, les likes. On se retrouve pour beaucoup d'autres choses. On va continuer à grandir. Ciao, ciao!